Bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Honneur toujours aux femmes sur qui on compte beaucoup dans cette ère assez mouvementée que nous vivons aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'accueillir Rose Améziane. Vous êtes consultante en création d'entreprise. Exactement. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Et comme je viens de le dire, on compte beaucoup sur les femmes pour qu'elles jouent le rôle qui est le leur, et un rôle majeur, un rôle très important, pour réussir cette transition que nous sommes en train de vivre dans le monde arabe, mais je dirais, d'une manière générale, dans le monde. Alors, comment est-ce que l'entrepreneuriat, comment dans votre qualité, à partir de vos fonctions, vous vivez cela, cette nouvelle peut-être, ce nouveau décollage, cette nouvelle émancipation des femmes qui prennent de plein pied, notamment peut-être depuis la révolution numérique, ce monde de l'entreprise? Alors, faut savoir qu'on a déjà un monde qui est en pleine mutation, un marché du travail qui est en pleine évolution et où on a de toute façon une mutation du salariat. Donc aujourd'hui, on arrive de plus en plus à la création d'entreprises parce que le marché économique, il est ce qu'il est, et il pousse à un moment donné les gens à créer leur propre richesse. Donc, nécessité fait loi. Exactement. Ouais. Et dans cette mesure, on a effectivement l'émergence de profils féminins qui souhaitent de plus en plus entreprendre. Mais je pense que l'esprit d'entrepreneur, il n'est pas sexualisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'esprit d'entrepreneur, on peut l'avoir qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Bien sûr. Il faut énormément de qualités, comme la prise de risque, comme l'organisation, la gestion. Et c'est vrai que ces qualités, vous les avez autant quand vous êtes un homme ou une femme. Et donc cette envie à un moment donné d'entreprendre, on la retrouve autant chez les femmes que chez les hommes. Donc c'est vrai que dans le cadre de mon métier, je reçois énormément de femmes qui à un moment donné souhaitent créer. Mais ce que vous recevez, les profils que vous recevez, est-ce que vous diriez qu'on est à 50-50 ou il y a toujours une majorité d'hommes? Non, aujourd'hui de plus en plus, on est quasiment alors, je ne pourrais pas dire une parité parce que c'est faux. En revanche, dans les projets, on a des projets plus ambitieux parfois chez les hommes parce que la réalité familiale fait qu'à un moment donné, ça prend énormément de place et que les femmes ne se lancent pas non plus dans des trop gros projets. Donc c'est là la différence que j'ai pu moi noter, même si elles essayent et on leur facilite pas non plus. Alors le on c'est qui? Vous avez les financeurs. Par exemple, qu'est-ce qu'ils disent les financeurs? Clairement, quand vous dites financeurs, vous pensez aux banquiers. Par exemple, vous prenez le même projet, ou même devant des fonds d'investissement, vous prenez le même projet rédigé à la virgule près, s'il est porté par des hommes ou s'il est porté par des femmes, l'attention qu'on va donner au projet ne sera pas le même. Et ça, c'est une réalité. Alors, quand vous dites que c'est une réalité et que vous pointez du doigt les financiers, les banquiers, bien. Est-ce que c'est la même chose si ce banquier est une femme? Est-ce qu'elle regarde de la même façon, avec beaucoup plus d'appréhension, un projet porté par une femme que si c'est par un homme? Ou est-ce que c'est vraiment parce que vous avez compris? Je pense que c'est parce que ce sont des hommes. Une femme qui sera banquier, elle aura vécu elle aussi toute la difficulté d'arriver là où elle est. Donc elle sera forcément aussi attentive à l'émergence d'une autre femme. Et qu'est-ce qu'on dit alors? Quelle est l'excuse ou prétexte pour Non, il n'y a pas d'excuse, c'est juste que l'attention ou en tout cas la confiance qu'on va mettre dans ce projet ne va pas être le même. On a eu le cas de start-upeuses qui témoignaient dans la presse où quand elles ont commencé à communiquer avec des fonds d'investissement, mais sans forcément donner leur sexe ou en modifiant les noms et en prenant des noms masculins. Il y avait un intérêt et puis c'est un peu le CV. Vraiment, il y a un niveau de respectabilité qui était différent. Ou même dans la communication avec certains collaborateurs où de suite on n'employait pas le prénom.
Par exemple, avec des fournisseurs, il n'y avait pas de prénom. Ils ont inventé, par exemple, un responsable qui était masculin, mais qui n'existait pas. C'était juste une nouvelle boîte mail qui avait été créée, où là, du coup, on leur répondait plus vite, on n'appelait pas cette personne-là par son prénom. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des familiarités, il y a parfois des choses qu'on se permet quand on a affaire à une femme, et qu'on ne fait pas quand on a affaire à un homme. C'est extraordinaire ce que vous dites, Rose. Vous savez que nous, de l'autre côté de la Méditerranée, rive sud, on a l'impression qu'en France, bon, je vous parle depuis Paris, mais on a l'impression qu'en France, c'est pas du tout ça. Que tout cela est dépassé, qu'on est à l'égalité parfaite. Mais c'est ridicule en fait. Le machisme n'a pas de frontières, comme le racisme, comme la bêtise. À un moment donné, c'est propre à l'être humain. Le patriarcat, il existe dans toutes les sociétés, et c'est ridicule de penser que ça n'existe pas en France. De la même manière que de dire que parce qu'on est le pays des droits de l'homme, on n'a pas des injustices, on n'a pas des gens qui sont racistes. C'est faux. C'est faux. Après, l'être humain reste ce qu'il est, avec ses formidables qualités et aussi ses travers. Et dans les travers, on a effectivement du sexisme au quotidien. Alors, puisque les financiers, les banquiers, qui sont quand même un pôle important dans l'économie, ont cette barrière mentale, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? C'est ce que je fais moi à mon niveau, à titre personnel, ou salésienne. Les personnes que je conseille, c'est d'avoir un projet solide, de vraiment travailler l'adéquation homme-projet pour montrer que c'est réellement la bonne équipe pour montrer ce projet. C'est aussi pour ça que se lancer seul, ça peut parfois être difficile, et savoir s'entourer et être en mesure d'aller chercher des compétences qu'on n'a pas, c'est aussi une force. Et c'est aussi parfois la difficulté. Alors, il y a deux difficultés. La première, faire comprendre à l'entrepreneur que seul, il peut être carencé et qu'il doit renforcer son équipe ou qu'il doit ouvrir son projet à des associés. Ça, c'est la première chose, parce que tous ne sont pas d'accord, parce qu'ils ont la sensation parfois de perdre leur bébé ou de perdre leur idée. Et la seconde chose, c'est trouver aussi des associés. Aujourd'hui, en France, on n'a pas d'écosystème qui favorise à un moment donné les rencontres entre entrepreneurs potentiels. Qui ferait que... non, je veux dire qu'en fait, on crée des écosystèmes comme par exemple Station F, où on a plein de startups qui se côtoient, mais en amont du projet, mais les startups, elles sont déjà lancées, en amont du projet, un entrepreneur qui a une idée mais qui n'aurait pas toutes les compétences pour le porter, aujourd'hui, quel environnement il a pour pouvoir rencontrer d'autres personnes comme lui qui aimeraient se lancer, mais qui n'ont pas forcément d'idée ou qui ne savent pas comment faire. Aujourd'hui, il y a peu d'espace pour avoir un espace où ces gens-là puissent, à un moment donné, réfléchir ensemble, se rencontrer. C'est différent ailleurs ? Non, je pense que c'est un peu général. Après, on a moins la culture entrepreneuriale, ne serait-ce que dans notre parcours scolaire. On nous sensibilise très très tard à l'entrepreneuriat, même dans les espaces universitaires. On s'y sensibilise même tout seul par la force des choses. Il n'y a pas véritablement de... Je donne un exemple. J'ai l'impression, je reviens de Californie, où en fait, très simplement, on peut proposer son projet à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre va vraiment vous écouter. Et chose qui semble venir d'une autre planète quand on se trouve en France. Ça ne fait pas partie de l'ordre des choses. Donc d'emblée, l'entrepreneuriat est un petit peu, vit un handicap important, je trouve. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer, parce que, je le rappelais, par la force des choses, à un moment donné, on est obligé de muter un peu sa manière et son rapport au travail. Et donc l'entrepreneuriat, c'est une des clés, c'est pas la clé, mais c'est l'une des clés pour justement accompagner cette mutation. Culturellement, c'est une chose, mais après, c'est comment aujourd'hui on sensibilise ne serait-ce qu'à l'entreprise les personnes qui sont en primaire, au collège et au lycée. Aujourd'hui, il y a très peu de rencontres avec les entreprises. Il y a très peu de rencontres avec des chefs d'entreprise. Donc il n'y a pas assez d'intervenants, par exemple, qui viendraient dans les écoles et la plupart des stages qu'on a, par exemple, au collège, sont des stages occupationnels. À un moment donné, c'est dans la boîte à papa, ou dans la boîte à maman, ou à tata ou tonton, et on est là, on fait faire des photocopies, et à un moment donné, on n'a pas cette envie de découvrir les métiers. Et d'ailleurs, très tardivement, on suscite des vocations.
d'éducation. On a un taux de reconversion de jeunes diplômés qui est extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas normal à un moment donné, à 30 ans, de vouloir se reconvertir. Ouais, déjà, en plus, c'est pas quelque chose ça veut qui dire que pendant existait. 30 ans, il a cultivé autre chose que son talent. Exactement. Donc à un moment donné, quand on n'est pas en mesure de susciter ces jeunes-là, d'identifier leurs talents et de les exploiter, ou en tout cas de leur offrir en fait une possibilité de découvrir le monde du travail, le monde de l'entreprise, c'est comme ça qu'on peut à un moment donné susciter des vocations, mais aussi susciter le désir d'entreprendre, en rencontrant des gens qui ont déjà entrepris. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a. Donc fatalement, on a le constat après où des gens ont cette peur de vouloir entreprendre. Et puis on a aussi une culture de l'échec qui est complètement différente en France ou dans les pays anglo-saxons. Je crois qu'il y avait l'une des phrases célèbres de Steve Jobs qui disait qu'il avait connu X échecs avant de connaître le succès. Ce sont les échecs qui l'ont forgé. Et bien sûr, aujourd'hui, ça, on le voit. J'ai travaillé pendant un certain moment dans l'insertion. Aujourd'hui, un CV, on tente de le camoufler quand on a eu des périodes creuses ou quand on a vécu des échecs, quand on s'est pas entendu avec une entreprise. Aujourd'hui, l'échec, on le vit pas de la même manière. Ou même quand on a ouvert une boîte et qu'on a dû la fermer, on a vraiment du mal à parler de l'échec positivement. On est bien d'accord, Rose, que celui qui vit, j'allais dire qui subit, vous voyez, qui vit des échecs, c'est quelqu'un qui a pris des risques. Mais bien entendu. Alors que celui qu'on n'a jamais vécu, il n'en a pris aucun. Mais ça fonctionne même pas que dans l'entrepreneuriat. Ça fonctionne même dans une vie d'être humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on éduque un enfant, c'est pas en le surprotégeant qu'on l'éduque. Au contraire, à un moment donné, c'est quand il apprend à tomber. Alors ça, j'ai cet exemple, Rose, d'une maman anglo-saxonne, justement, et d'une maman égyptienne. Voilà, elles ont toutes les deux, elles sont dans un petit parc dehors, Et puis, vous avez les deux petits garçons qui jouent ensemble. Et vous avez le petit garçon égyptien qui tombe par terre et le petit garçon anglais qui lui aussi tombe par terre. Vous avez la maman égyptienne qui court tout de suite au-devant de son fils pour le relever. Et vous avez la maman anglaise qui laisse d'abord un temps à son petit garçon pour voir s'il peut se relever tout seul. Est-ce que ce serait ça un petit peu aussi commencer C'est déjà un temps pour comprendre que c'est pas si grave de tomber, et un deuxième temps effectivement pour se relever seul. Alors c'est un peu caricatural. Oui, mais j'aime votre bien exemple, le caricatural. Ça parle à tout le monde en fait. Ça parle. Mais effectivement, c'est ça dans le principe. À un moment donné, il n'y a qu'en vivant des échecs que l'on apprend, ou en tout cas qu'on apprend mieux. Et ça, c'est une culture. D'échec en échec jusqu'à la victoire. C'est ça. Même les révolutionnaires le disent. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est effectivement ce qui nous manque, et je pense que ça part beaucoup de la scolarité et des études. D'accord. Est-ce que vous pensez que pour la France, par exemple, le fait qu'il y ait un nouveau président de la République, Emmanuel Macron, qui soit plus jeune, qui soit dans cette révolution numérique et dans les changements qu'a connu le monde contemporain, soit un moteur justement pour changer ces mentalités ou pas? Incontestablement, oui. On ne peut pas le nier. Quand on a... quel est le meilleur VRP que le président? Donc à un moment donné, le souffle qu'il insuffle, il est nécessaire. Et puis, je crois savoir qu'aujourd'hui, son cheval de bataille, c'est l'emploi et l'économie. Et aujourd'hui, forcément, il envoie des signaux forts aux entrepreneurs, et il envoie des signaux forts aussi aux personnes qui souhaitent devenir entrepreneurs. Et il rassure aussi ceux qui souhaitent juste trouver un emploi, parce que la France n'a pas vocation à créer que des entrepreneurs. On ne peut pas avoir un pays uniquement d'entrepreneurs, c'est pas viable. Mais effectivement, on ne peut pas nier que son élection a des effets positifs sur l'entrepreneuriat. D'accord. Alors justement, est-ce que, vous savez, vous parliez de racisme tout à l'heure. Est-ce que, on entend beaucoup que la communauté maghrébine en France, du fait, alors on n'ethnicise pas mais on socialise dans le sens où on dit, tout le monde l'admet, que les chiffres du chômage sont plus importants dans les quartiers populaires qu'en centre-ville, et que dans les quartiers populaires, qui c'est qui y vit très souvent aux abords des grandes villes? On a beaucoup de gens issus de la communauté maghrébine. Est-ce que vous pensez que justement ce dynamisme qui tend
à favoriser un petit peu l'entrepreneuriat, peut et doit aussi servir justement les talents de ces quartiers. Mais Et comment? C'est évident. Emmanuel Macron, pendant sa campagne, il expliquait, alors je ne sais plus si c'est dans une interview Mediapart, je ne sais plus, où il expliquait que pour un jeune de banlieue, c'était plus simple de trouver un client que de trouver un travail. Cette phrase, elle résume beaucoup de choses. Alors, à nuancer tout de même, parce que des personnes provenant de banlieues, d'origine maghrébine ou non, ont éprouvé quand même de grosses difficultés à s'en sortir exclusivement avec Uber. Mais là, c'est plus symptomatique de l'activité de VTC. Ouais. Mais ça reste... faut pas que ça devienne non plus... si simple, hein. C'est pas si simple de trouver des clients par rapport à un travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, devenir entrepreneur, ça s'apprend aussi. Il suffit pas juste d'aller s'immatriculer, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en 48 heures, vous pouvez vous immatriculer. Il suffit pas de s'immatriculer pour pouvoir réussir son entreprise. Donc il faut pas non plus caler des idées toutes faites et des idées reçues qui seront mauvaises derrière, parce que pour le coup, on va cultiver l'échec. Donc c'est pas le but non plus. Mais effectivement, sur cette question du racisme, il est évident qu'on n'a pas le même rapport quand on crée son entreprise, parce qu'à un moment donné, quand c'est du business, la personne peut faire tomber des barrières sur les a priori qu'elle peut avoir. Donc ça, c'est une réalité, et je pense qu'effectivement, il faut cultiver ça. On a, par exemple, le cas de ce que fait Moussa Camara avec les Déterminés, qui est une formation en fait à l'entrepreneuriat et qui permet aux jeunes, donc de moins de 30 ans, de pouvoir bénéficier d'une formation avec des mentors pour pouvoir créer. Et ça, elle s'adresse effectivement aux personnes de banlieue, et on a dans les premiers bénéficiaires de ces formations-là des jeunes issus de l'immigration, donc maghrébins, africaines et autres. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'à partir du moment où on permet à ces jeunes-là d'acquérir des compétences et qu'on leur permet justement d'être solides en termes de projet, ça aboutit. Donc je pense que c'est... Hommes ou femmes. Hommes ou femmes. Et je crois qu'ils veillent vraiment à ce qu'il y ait une parité dans leur formation. Donc ça, c'est intéressant comme projet, par exemple, puisque ça permet à des personnes, déjà, qui avaient ou pas qui avaient la volonté d'entreprendre, de réellement prendre ce risque et de se lancer, mais ça permet à d'autres qui ne sont pas encore lancés de faire tomber des barrières et de se dire mais si, c'est possible. Et c'est ça qu'il faut à un moment donné déclencher et véhiculer comme message. C'est possible pour une femme qui a grandi dans un quartier, à un moment donné, de créer son entreprise, d'en vivre et de créer des richesses et même de créer de l'emploi. Aujourd'hui, c'est possible. Et c'est ça, à un moment donné, parce que les pires barrières qu'on a, c'est les barrières mentales qu'on se fixe. Ce n'est pas les barrières aussi d'environnement culturel, social? Bien entendu, mais ces barrières, on peut à un moment donné les faire tomber. Sauf que celle qui va le plus vous handicaper, c'est celle que vous allez avoir d'abord dans votre tête. Que vous mettez vous-même un peu. Exactement, parce qu'à un moment donné, quand on a des personnes qui rayonnent exclusivement dans leur environnement et qui ne sont pas capables de le briser et d'en sortir, c'est là où c'est catastrophique. Ouais. Parce qu'effectivement, des difficultés, ils vont en rencontrer. C'est évident, mais j'ai presque envie de dire on en rencontre tous. Ils en rencontrent plus, mais on en rencontre tous. Mais quand vous vous en mettez vous-même des barrières, c'est très compliqué d'en sortir. Mais ça, vous savez, on a vécu aussi des années, je parle pour la France, où les profils justement issus de la communauté maghrébine, talentueux, se disaient il n'y a qu'une solution, partir. Et voilà qu'on les retrouve justement en Californie, voilà qu'on les retrouve dans des pays du Golfe, voilà qu'on les retrouve s'expatriant un peu partout. Et donc priver, quelque part, la France de leur talent. Est-ce que ça pourrait changer? Est-ce que vous pensez que pour cette année ou les années qui viennent, ces talents-là, pour ceux qui sont partis, pourraient revenir, et pour ceux qui sont là, pourraient se dire c'est possible en France? Je pense que l'enjeu est là. Alors, en fait, vous faites un focus sur la communauté maghrébine, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, des jeunes qui n'auraient pas d'origine maghrébine ont
ces mêmes difficultés-là, à un moment donné, à trouver un travail qui soit en adéquation avec leur talent et leurs compétences. Donc ça, c'est une première réalité. Aujourd'hui, des jeunes qui s'expatrient à l'étranger, c'est vraiment un problème. Et quelle que soit l'origine sociale ou ses origines religieuses, enfin non, je vais dire ethniques ou autres. Donc ça, c'est un premier problème. Et à cela s'ajoute qu'effectivement, quand vous êtes jeune diplômé et qu'en plus vous avez effectivement des facteurs discriminants, que ce soit votre lieu d'habitation ou vos origines, ça accentue cette envie à un moment donné d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe pour qu'on vous donne cette chance-là et cette opportunité. Mais il y en a eu beaucoup. Bien sûr qu'il y en a eu beaucoup. Mais je pense qu'il ne faut pas réduire ça exclusivement aux facteurs discriminants, parce que ça, c'est quelque chose qui est très français. Oui, mais justement, alors ma question c'est celle-là. Est-ce que vous pensez qu'avec ces changements qui sont en train de s'opérer, s'ils s'opèrent, ça pourrait réduire le nombre de ceux qui veulent partir parce qu'ils ont du talent et parce qu'ils estiment qu'ici c'est vivre une grande frustration? Je pense que ça tend à être changé, mais même dans la manière de recruter des grands groupes, on commence à un moment donné à changer sa manière de recruter. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des grands groupes français bancaires comme le LCL, le Crédit Agricole, qui fait appel à l'APELS, qui est une association en fait d'insertion par le sport et qui va aller repérer en fait des jeunes qui sont dans le tissu associatif sportif, qui va les coacher pendant un certain nombre de mois sur les savoir-être pour pouvoir justement intégrer un contrat en professionnalisation sans diplôme pour devenir conseiller dans une banque. Je ne suis pas sûr d'avoir compris là. Ils vont voir des sportifs. Exactement. Pour les convaincre finalement d'intégrer les métiers de la finance. Exactement. Donc en fait, on vous dégage d'un talent. Non, c'est pas d'un talent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des jeunes sportifs, mais pas de haut niveau. Une personne qui est inscrite tout simplement au foot, qui n'a pas de diplôme, mais qui est au chômage et qui, à côté, juste en termes de loisirs, joue au sport ou est inscrit dans une association où il est licencié, sans forcément être professionnel. Et c'est le foot et c'est tout sport confondu. La banque, en fait, estime qu'elle a, que ce jeune-là, même si il n'a pas de diplôme, il a à un moment donné des valeurs, il a des aptitudes. D'accord. Donc on le recrute pour ses valeurs. Exactement. Et on ne fait pas attention au diplôme. C'est déjà grand en France. Mais c'est énorme de ne pas faire attention au diplôme pour pouvoir obtenir un poste de conseiller, intégrer un contrat de professionnalisation. Aujourd'hui, c'est Bac+2, voire Bac+3 minimum. Donc ça, c'est une manière de recruter, par exemple, qui tend à être différent et à se dire, bon voilà, le diplôme aujourd'hui, ça ne fait pas tout. Allons chercher ces talents-là, exclusivement en plus dans les banlieues, pour essayer de recruter différemment et de permettre non seulement à ces personnes-là, effectivement, de construire leur parcours, mais aussi pour la banque d'avoir des profils qui ne sont pas formatés dans un cadre universitaire, mais qui sont capables d'apporter des choses aussi à une entreprise. Ouais. Vous connaissez, on va appeler ça une blague, c'est trois bureaux de recrutement. Il y en a un au Maghreb, il y en a un en France et un autre aux États-Unis. Alors au Maghreb, on lui demande à celui qui veut justement être recruté, qui est-ce qui t'envoie? En France, on lui demande quel est ton diplôme? Et aux États-Unis, on lui demande qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? C'est encore une fois caricatural. Mais effectivement, au Maghreb, on ne peut pas nier la culture du piston, parce que ça reste une réalité. Je crois qu'elle existe partout, vous avez raison, c'est caricatural. Donc oui, elle existe partout. Aujourd'hui, un jeune à Paris, issu d'un milieu social aisé, a plus de chances. Moins de difficultés. Oui, voilà, on le dit différemment, mais c'est pareil. Il a plus de chances de trouver un emploi dans le réseau de son père ou de sa mère, ou de son propre réseau qu'il a créé dans des grandes écoles, qu'une personne qui ne serait pas issue de ce milieu-là. Mais alors la différence entre quel est ton diplôme et qu'est-ce que tu sais faire, elle est quand même... Ça par contre, elle est réelle. Et c'est là pour le principe de l'association, c'est un peu le principe. C'est-à-dire que ces jeunes-là ont des aptitudes, ont une personnalité qui peut être en adéquation avec les valeurs et les compétences recherchées à la banque, et donc on va aller les chercher. Et c'est un peu le même principe, c'est qu'on va s'attarder à ce que vous savez faire, ce que vous voulez donner, plutôt que les diplômes que vous n'avez pas eus. Donc c'est pour ça que je dis que ça tend à s'améliorer. Là, je vous ai parlé d'un cas précis, mais ça commence à changer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas...
aucune entreprise ne peut pas formater ces recrutements parce que c'est un danger à un moment donné d'avoir que des personnes avec des martyrs grises formatées et qui vont donner à chaque fois les mêmes résultats. Ça, ils en ont conscience et donc des processus de recrutement tendent un petit peu à être modifiés. Vous avez Saïd Amouche, par exemple, qui a créé Mosaïque RH et qui permet de mettre en avant justement ces talents de banlieue. Et aujourd'hui, ils mettent en avant, enfin, ils permettent à des personnes qui culturellement n'ont pas de réseau, à justement faire bénéficier. Je crois qu'il a les plus grosses entreprises françaises qui sont aujourd'hui clients de Mosaïque RH. Donc ça, c'est des initiatives aujourd'hui qui permettent de casser un petit peu toutes ces choses-là. Donc ça s'améliore. C'est pas. Tant que ça va dans la bonne direction, c'est surtout ça qui compte. Dernière question, Rosa Méziane. Est-ce que le fossé homme-femme peut-il être creusé davantage ou que faire pour justement réconcilier un petit peu tout cela? Dans le cadre de l'entrepreneuriat, parce que aujourd'hui, si vous me dites qu'il y a un fossé homme-femme, j'ai presque envie de dire il a toujours existé, le fossé homme-femme. Donc, en quoi aujourd'hui, vous avez la sensation que le fossé est encore plus creusé? Je vais vous dire, je pense que la locomotive de ce monde, c'est Manhattan. Et à Manhattan, on se parle presque plus. Alors, je pense que la difficulté, c'est pas, et c'est, je crois, de manière sous-jacente ce que vous voulez dire, c'est que l'émancipation des femmes, à un moment donné, permet agrandit ce fossé-là. Si c'est votre réflexion, moi, je ne pense pas. D'accord. C'est comment faire pour que l'émancipation des femmes continue, parce qu'elles en ont besoin et parce qu'on en a besoin, mais tout en faisant que, si vous voulez, ni le machisme ni le féminisme soient les valeurs premières, les valeurs dominantes. Mais qu'il y ait une réconciliation. Moi, je crois en l'union sacrée. Je pense que les hommes et les femmes ont besoin, sont complémentaires et qu'ils sont plus forts ensemble. Je pense qu'il y a peu de personnes qui le nient. En revanche, ce qu'il faut travailler, en fait, c'est notre rapport au travail. C'est la société aujourd'hui qu'on est en train de créer. À Manhattan, si on ne se parle plus, c'est tout simplement parce qu'on n'a plus le temps de se parler. C'est parce qu'on automatise tous les rapports. Et donc, je pense que c'est la première difficulté que les personnes à Manhattan ont de communiquer. C'est le fait que... Mais nous allons peut-être dans cette direction. C'est ça qui me fait peur. Après, je pense que c'est dans la société qui est en train de muter, de veiller à pas mettre le travail dans une position centrale. Je pense qu'on est tous, à un moment donné, maîtres de sa vie et qu'il faut savoir remettre les choses et les hiérarchiser en fonction de leur degré d'importance. Et je pense que le travail permet énormément de choses en termes d'épanouissement, en termes d'autonomie aussi financière. En revanche, il faut le laisser à sa place de travail, donc un moyen pour pouvoir justement satisfaire d'autres besoins, mais qu'il faut cultiver le reste. Et je pense que c'est aussi ça, je parlais d'éducation, c'est aussi ça qu'il faut savoir enseigner à nos enfants, c'est remettre à un moment donné le travail à sa place et cultiver le reste. Voilà, d'où ce que j'enseigne sur, oui, au développement personnel, mais le développement personnel ne peut se faire sans retour à l'équilibre naturel, que les deux vont ensemble. On ne peut pas uniquement cultiver le développement personnel, parce que là, on se retrouve dans la direction Manhattan Plus, mais le retour et cultiver aussi son équilibre naturel, déjà fait que le développement personnel se fait sur la durée, ça devient quelque chose de plus durable, et en meilleure santé, on est davantage équilibré pour soi et pour les autres. Merci Rosa Méziane, merci d'être venue sur la vidéo pour nous apporter toutes ces précisions. Merci. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'émission d'entretien sur Al Janoubia. Au revoir.